bibliothèque Cusin pour ce nouveau salon philo. Nous vous proposons ce soir une discussion autour du thème du vin, à l'occasion de la parution du numéro de mars 2025 de la revue Critique intitulée In Vino Veritas. Pour en parler, nous avons le très grand honneur d'accueillir Pierre-Yves Kiviger, directeur de l'UFR de philosophie, professeur à l'Université Paris 1 et auteur de ce très bel ouvrage, Une philosophie du vin, paru en 2023, lauréat du prix Jean Carmet en 2024. Également André Charac, professeur en histoire de la philosophie moderne, histoire des sciences et philosophie de la musique à Paris. Un très grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment ravis de vous écouter ce soir à la bibliothèque. Nous vous souhaitons une très bonne séance. Peut-être un petit mot pour commencer, avant de laisser la parole à André. Un mot sur l'histoire de cette rencontre. Il y a plusieurs mois, nous devions faire une rencontre à trois avec André Charac et Ronan de Calan. Et André avait de graves problèmes de santé à ce moment-là. Et donc c'est Ronan de Calan tout seul qui avait assuré la séance, mais on s'est dit quand même avec André que dès que l'occasion se présenterait, on ferait un peu une séance de rattrapage. Donc ce qui fait qu'on va quand même un petit peu parler de mon livre, on ne va pas parler que du volume de critique, ce qui est, c'est pas pour dire que c'est mieux de parler de mon livre que du volume de critique, mais vraiment pour vous indiquer, voilà, on va parler un petit peu de ces deux choses, du fait de cette historique. Et le prétexte donc qu'on a trouvé, c'est la publication de ce numéro de la revue Critique consacré au vin. Là aussi, on a eu un petit désagrément, puisque normalement on devait se retrouver, je crois que c'était le 8 avril, c'est ça, et le 8 avril, le rectorat a fermé la Sorbonne, puisqu'il y avait un petit peu de manifestation dans la rue. Il n'y a pas besoin de beaucoup de manifestations pour que le recteur ferme la Sorbonne, et malheureusement ce jour-là c'était le cas. Donc on a dû repousser ça à un moment où on était tous les deux disponibles, ce qui faisait un peu plus tard, à savoir le mois de mai. Alors un mot sur ce numéro, sur le livre, on aura l'occasion d'en discuter, mais un mot sur la revue Critique. Ça, c'est un numéro qui s'appelle In Vino Veritas, et ce qui est un peu le fil conducteur du numéro, c'est la discussion qu'on peut formuler ainsi. La philosophie du vin doit-elle se limiter, se résumer, s'assimiler à la question de l'ivresse? Il y a vraiment une grande fracture, et ça j'en parle assez longuement dans un des chapitres du livre. Il y a vraiment une fracture entre les philosophes qui se sont saisis de cet objet particulier qui est le vin. Il y a une grande fracture entre ceux qui défendent l'hypothèse du vin comme étant essentiellement quelque chose à appréhender par le prisme de l'ivresse, par le prisme de l'effet de l'alcool contenu dans le vin, et d'autres philosophes, eux, s'intéressent plutôt au vin dans une dimension qu'on pourrait dire assez rapidement, assez sommairement esthétique, le vin étant alors appréhendé comme n'étant pas principalement une boisson contenant de l'alcool, mais une boisson qui donne lieu à des rêveries, une réflexion, le développement d'une connaissance, d'une culture, etc. Et cette fracture entre les penseurs du vin comme facteur d'ivresse et les penseurs du vin comme réalité artistique, en un sens très, très large de la notion d'art, cette fracture, elle est assez bien manifestée dans le livre par l'entretien qui a été organisé par Thierry Hoquet entre Laurent de Sutter et moi, puisqu'on a publié à quelques mois de l'intervalle, moi un livre qui s'appelle Philosophie du vin, et lui un livre qui s'appelle L'art de l'ivresse, qui a paru il y a quelques semaines. On défend vraiment deux positions un peu différentes sur ce chapitre. Moi, je suis plutôt du côté esthétique, et Laurent est plutôt du côté d'une valorisation de l'ivresse en tant que telle. Voilà ce que je pouvais dire un peu en préalable, avant de lancer la discussion avec André. Merci encore infiniment, André, d'avoir bien voulu discuter ces deux petits livres.
Merci beaucoup Pierre-Yves. Alors un mot simplement, parce que je parlerai très très peu de la revue critique, mais pour indiquer qu'outre, j'allais faire donc l'entretien avec Laurent de Sutter que Pierre-Yves a donné, qui est assez long, hein. Ça évoque plus le hitchbook, mais à propos du vin, qu'un truc journalistique. Il y a également, je voulais le signaler, un bel article que Silvia Giocanti, qui est professeure ici, a consacré au livre de Pierre-Yves, Une philosophie du vin, sur lequel je vais plutôt concentrer, ce sont moins des remarques que des questions ou des observations. Il y a plusieurs raisons, évidemment, pour qu'un tel livre retienne l'attention de lecteurs qui, au-delà même des philosophes. La plus évidente pour les non-philosophes, c'est qu'évidemment, il est question d'une chose qui est singulièrement présente dans l'univers familial des Français. Donc n'importe qui est, de près ou de loin, même dans des temps qui sont plutôt des temps de plus grande sobriété, en rapport avec l'objet du livre. Et ce qui m'intéresse davantage, et ce qui fait le prix du livre à mes yeux d'entrée de jeu, c'est d'essayer de penser une expérience. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la philosophie d'une certaine expérience, d'un certain domaine d'expérience. Non pas du point de vue d'une compétence du philosophe à l'expérience qu'il pourrait promener de sujet en sujet, même si Pierre-Yves revendique quelque chose de la méthode phénoménologique, des variations, mais du point de vue d'expérience déterminée, faire la philosophie d'une expérience déterminée, et elle est déterminée forcément par les caractères de son objet. C'est-à-dire que si on ne parle pas du vin, comme on pourra parler, par exemple même de la gastronomie ou de la conduite ou du pilotage ou d'autres expériences, c'est l'expérience déterminée du vin. Et la philosophie d'une expérience déterminée, ça n'est pas si fréquent. En découvrant le livre, je me suis d'ailleurs aperçu du fait que je laisse de côté les facéties, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, de l'inventaire national du patrimoine immatériel, où on trouve absolument tout, mais dans le patrimoine mondial, le patrimoine immatériel de l'humanité, il n'y a pas le vin. Il y a le repas gastronomique à la française, et il n'y a pas le vin. Ce qui est évidemment pour nous quelque chose de très saisissant, même si Pierre-Yves laisse tout de suite de côté des grandes partitions du type civilisation du vin, civilisation de la bière, c'est pas du tout ça qui, me semble-t-il, l'intéresse dans le livre. Alors pour essayer d'entrer dans l'objet du livre et pour justifier ma présence, parce que je n'ai pas les compétences de Pierre-Yves, ça c'est évident, à ce sujet, de ses interlocuteurs habituels, il fallait quand même essayer d'apporter quelque chose, donc j'ai choisi de commencer avec ce tableau, parce qu'il fait un assez bon écho à la définition que Pierre-Yves donne du vin dans son livre, qui est volontairement, alors c'est la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est une définition de l'objet dont on va parler et à partir duquel on va penser des expériences. Mais on part de ça avant de partir de dispositions subjectives qui s'accorderaient au vin, seraient cultivées par lui. Bon. Donc, vous voyez dans ce tableau de Chardin des choses qui sont soit représentées, soit symbolisées, mais qui presque toutes répondent à la définition que donne Pierre-Yves, puisqu'un vin, il faut une certaine terre. En l'occurrence, vous allez me dire, mais on ne la voit pas, la terre. En fait, si, le choix des grenades est très important. Le choix de la grenade est très très important. C'est le symbole même de la fécondité d'une terre. C'est-à-dire mettre une grenade, parler de la fécondité d'une terre, c'est l'une des sept espèces promises par Dieu à Israël, la grenade. Donc c'est par définition une terre. Vous avez d'autre part, en plus, c'est la multiplicité contenue dans l'unité, donc c'est tout à fait caractéristique de la recherche que Pierre-Yves engage. Vous avez les raisins, c'est-à-dire de ce second élément pour lequel
à propos duquel Pierre-Yves considère qu'il est absolument requis pour qu'on ait du vin, mais ça on en reparlera peut-être. On dit tout alcool n'est pas du vin, il faut du raisin. Et là vous avez du chasselas et du muscat dans le tableau de Chardin, et puis vous avez le vin après la fermentation, avec 2 verres, mais seulement du vin rouge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vin blanc dans le tableau, il n'y a que du vin rouge, qui est en quelque sorte métonymique de la transformation en général. Donc je trouvais que c'était une manière d'illustrer une définition de façon presque exhaustive, parce qu'évidemment il manque le moment essentiel de la fermentation. Les autres moyens de produire un liquide alcoolisé existent, mais ne donnent pas du vin pour Pierre-Yves. Même s'il y a des expériences, on pourra reparler, avec d'autres substances. Alors, est-ce qu'il y a toujours fermentation d'ailleurs? Je me suis quand même demandé, je veux dire, pour qu'il y ait du vin, est-ce qu'il y a toujours fermentation? Il y a au moins une exception. Au moins une exception qui m'est connue, c'est celle des noces de Cana, où il n'y a pas de fermentation, où la pénurie du vin, le vin qui vient à manquer, marque au fond la fin du sacrifice des animaux, et où le miracle de la transformation de l'eau en vin, qui est le premier miracle de Jésus, le premier miracle que fait Jésus concerne le vin. C'est le premier aussi des sept signes. C'est le signe de la nouvelle alliance. Bon. Mais c'est une exception peu réitérable. Cela dit, dans ce cas-là, au fond, ce qu'il y a de plus important prend bien la place de la fermentation. Donc, d'une certaine façon, c'est une manière de porter à l'hyperbole la clause qui entre dans ta définition. Alors, comme tu l'as indiqué, il y a 2 grandes manières de penser le vin. Une philosophie de l'ivresse, je vais y revenir tout à l'heure quand même pour t'adresser 1 ou 2 questions. Et là-dessus, la littérature est très prolixe. Elle est même presque infinie, la littérature sur l'ivresse. Et puis, il y a cette tentative que je trouve beaucoup plus importante et sur laquelle, je l'espère, tu vas encore nous apporter des éléments, qui est de constituer une esthétique. De repenser, au fond, même l'expérience esthétique à partir de la consommation du vin. Il y a de nombreux arguments pour défendre ce point de vue, suivant lequel ce serait une expérience esthétique, et au fond, c'est pas du tout une résistance, mais c'est une observation que je voudrais te soumettre, je n'ai qu'un problème. Alors évidemment, il y a une mauvaise façon de le contester, qui serait de dire c'est trop sensuel. C'est-à-dire de faire du petit Kant et de dire que dans le cas du vin, au mieux on peut attendre un agrément, quelque chose de l'ordre du Reiz, mais pas la beauté d'une forme. Bon, oui, si on est rigoureusement conscient. Mais là n'est pas vraiment le point. Dans les arguments productibles pour constituer l'esthétique, il y a le fait que c'est éminemment que l'expérience qui t'intéresse est éminemment une expérience cultivée. Autrement dit, qu'il y a une culture du goût, qu'il y a une culture de la consommation du vin. Alors, c'est peut-être là que se situe un élément de problématicité, pas du tout une objection, mais un élément de problématicité, parce que je pense d'ailleurs que tu en es conscient, ou que tu l'affrontes, puisque tu insistes beaucoup sur l'importance de la dégustation à l'aveugle, c'est-à-dire d'une dégustation qui ne vient pas tout armée d'un discours, d'un vocabulaire que très très peu de gens peuvent comprendre. Bon. Mais, enfin, dégustation à l'aveugle ou non, c'est la dégustation à l'aveugle que peut produire, en tout cas s'il est question d'expérience esthétique, quelqu'un qui, comme toi, a une très large culture sur le vin. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où le passage de la consommation plus ou moins étourdie ou purement civilisationnelle à la dégustation esthétique est très fortement adossé
à une culture et pour tout dire à des connaissances. Je dis des connaissances, mais on pourrait presque dire des concepts. Alors ce sont des concepts empiriques quand même, mais ce sont bien des concepts, c'est-à-dire qu'il faut... les éléments même de ta définition sont en quelque sorte des titres sous lesquels entre toute une diversité, même les couleurs. J'ai oublié les couleurs, évidemment. Même les couleurs, toute une diversité qui est nommée, classée, économiquement valorisée, et qui en réalité relève dans tout son ensemble d'un vaste ensemble de connaissances empiriques. Et au fond, la seule résistance que j'ai, ou le problème que me pose cette démarche très importante, très intéressante, qui consiste à concevoir, s'agissant du vin, une attitude esthétique, c'est la part énorme qu'elle fait à la connaissance. C'est-à-dire que si on se réfère si on revient à Kant, puisque tu l'utilises beaucoup, ce qui me gêne, ce n'est pas tellement le côté agréable, le côté Reiz du vin, ce n'est pas tellement le côté matériel de la représentation, c'est le fait qu'il faut beaucoup de connaissances. Et pour tout dire même, beaucoup de concepts. Un des très grands mérites du livre est d'offrir aussi, de tendre la main à un lecteur qui apprécie le vin, mais qui n'a pas toutes ses connaissances. C'est-à-dire que c'est un livre qui peut plaire, qui peut instruire les gens qui ne sont pas érudits. Bon. Autrement dit, il ne présente pas le caractère qu'on trouve parfois dans la littérature sur le vin, comme dans la littérature sur le jazz, de fermeture complète sur soi dans un lexique particulièrement intolérant, en fait. Donc, c'est le point, moi, qui en quelque sorte, me pose un problème, c'est qu'il y entre de la connaissance et que, dans ce cas-là, le plaisir qu'on examine, il n'est pas, comme dans le cas du plaisir esthétique, le fait même d'une contemplation qui s'entretient. Dans le cas du plaisir esthétique, on a une sorte d'écho. Le plaisir fait écho à lui-même, c'est pour ça qu'il dure. En réalité, on a une animation de la connaissance. Et je me demande si le format de l'expérience esthétique est bien celui qui convient pour caractériser cette expérience cultivée, assortie de jouissance, mais, je le répète, très rigoureusement adossée à des connaissances, comme une certaine partie de l'art contemporain d'ailleurs. Tu veux que je te réponde maintenant? Oui, volontiers, ce serait plus intéressant. Je ne suis pas sûr de voir exactement la différence entre le type d'expérience esthétique qu'on a face à un tableau de Chardin, au sens où le tableau de Chardin est appréciable à la fois avec un regard cultivé, savant, mais aussi à l'aveugle, ça ne serait pas un très bon terme à propos d'une œuvre picturale, mais aussi sans cet appareil de connaissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu bois un verre de vin, il y a évidemment un plaisir extrêmement important qui est lié à des éléments de savoir, à des expériences antérieures qu'on a pu faire en buvant des vins proches, au travail de distinction avec des vins qui ressemblent. Tout ça, en effet, relève de la connaissance, relève de l'acquisition d'un certain vocabulaire, mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience un peu brute, qu'on peut faire aussi devant une toile, alors même qu'on n'a pas de connaissance de ce qu'est la peinture à tel ou tel siècle, qui est l'impression de sucré, l'impression d'acide, l'impression de persistance aromatique en bouche. Quelqu'un qui n'a jamais étudié le vin, quelqu'un qui ne s'est jamais cultivé, quelqu'un qui n'a jamais appris à déguster, apprécier, etc., quelqu'un qui s'intéresse assez peu au vin, est quand même capable de
puisque c'est ce qu'il fait quand il mange, c'est ce qu'il fait de façon ordinaire dans l'ensemble de ses expériences gustatives, quand il boit n'importe quelle autre boisson, etc. Cette personne va faire l'expérience d'avoir dans sa bouche une boisson qui laisse un goût durable, va avoir dans sa bouche l'impression d'une certaine texture, va avoir un sentiment qu'il est en train de boire quelque chose qui est plus ou moins sucré. Et de la même manière, quand il sent quelque chose, évidemment, la maîtrise du vocabulaire de l'énophilie, la maîtrise du vocabulaire du vin de façon générale, permet de mettre plus facilement des mots sur ce qu'on sent, par exemple. On voit très bien, il y a des gens qui ont suivi des cours qu'ils appellent des cours d'énologie, ce qui n'est d'ailleurs pas le bon terme, mais bon, qui ont un peu appris ça. Tout de suite, ils mettent le nez au-dessus d'un verre de vin, ils disent « Ah oui, là, il y a de la framboise, là, de la mûre, etc. » Bon, mais ça, c'est parce qu'ils sont à l'aise, ils sont labiles avec ça. Mais en réalité, une personne qui n'a pas les mots va avoir du mal à faire ces analogies, ces associations avec d'autres arômes, d'autres fruits qui sentent à peu près la même chose. Mais cette personne va quand même sentir, peut-être avec moins d'attention, moins de concentration, que quelqu'un qui est un peu obsédé par l'expérience qu'il est en train de vivre, parce que cette personne a la passion du vin. Mais il y a quand même cette expérience un peu de premier degré. Et de la même façon que cette expérience de premier degré peut s'affiner par la multiplication et la répétition des expériences face à un tableau de Chardin, au sens où quand on regarde plusieurs tableaux et qu'on est curieux et qu'on va souvent dans les musées, même si on ne se cultive pas à côté, même si on n'apprend rien à propos de Chardin, même si on n'apprend rien à propos de l'histoire, si on a décidé de ne rien apprendre, si on veut garder, je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent, mais enfin, si on veut garder cette espèce de regard un peu naïf, le fait de contempler plusieurs tableaux va permettre d'avoir une attention un peu plus marquée à des différences d'une couleur à une autre, à la présence d'un trait, je ne sais pas, il y a une expérience qu'on peut faire à propos d'un tableau, quand bien même on n'est pas savant en histoire de la peinture, c'est de se mettre plus ou moins près d'une toile. Vous prenez dans un musée, vous allez regarder, la plupart des gens, en fait, se mettent un peu à la position où tout le monde se met, et puis ils ont l'impression qu'il ne faut pas trop bouger. Mais en fait, quand vous vous approchez très très près d'un tableau, quand vous vous reculez, vous voyez autre chose, vous voyez l'épaisseur d'un trait, par exemple. Le fait de se confronter à cela peut se faire sans culture en termes d'histoire de l'art. Et je pense que par rapport au vin, il y a ce même genre de choses. Il y a quelqu'un qui va boire assez régulièrement, il ne va pas nécessairement être quelqu'un qui aura la curiosité de développer sa culture du vin. Je pense qu'il y a un grand plaisir lié au développement de cette culture, mais il y a aussi un plaisir, voilà, un petit peu de surface, qui peut être intéressant. Il y a beaucoup de vérité dans ce que tu dis. Je ferai juste deux observations, parce que tout ça, je pense, comporte des zones de recoupement. Ce n'est pas aussi tranché. Mais je ne vois pas tellement... Enfin, prenons un tableau de Chardin. Alors, prenons ce tableau. Je ne vois pas ce que serait l'équivalent du plaisir purement sensuel. C'est-à-dire qu'on a affaire, de toute manière, à la vision, mais peu importe, d'un tableau. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attacher, le spectateur naïf ne sera pas simplement flatté par telle zone de couleur, ni même probablement par telle harmonie, il ne la verra pas. Et la disharmonie, pas davantage. En revanche, il pourra apprendre à la voir. Il pourra finir par comprendre pourquoi, je ne sais pas, moi, poussiniste et rubiniste, c'est pas qu'une affaire d'école et ça correspondait à des expériences esthétiques déterminées. Et à l'inverse, à te lire, j'ai l'impression que ce plaisir naïf, non prévenu, que tu décris d'ailleurs très bien, mais que tu décris très bien avec un vocabulaire très délié, je ne suis pas sûr qu'il ait le titre de plaisir esthétique.
Ce que je veux dire, c'est que ce plaisir de la consommation du vin qui est manifeste, et qui peut même s'assortir de discrimination minimale, bon, dans les cas où l'ivrerie n'est pas en jeu, je ne suis pas sûr que ce plaisir soit esthétique avant d'être tellement armé de connaissances, et qu'une fois armé de connaissances, en réalité, il présente des tas de caractères du plaisir esthétique, mais il en a parfois plus et parfois moins. Alors plus, c'est ce rôle des connaissances qui, véritablement, changent l'expérience. On peut bien dire qu'elle change aussi l'expérience du voyant devant un tableau. C'est assez juste. Mais en réalité, ça ne la fera pas passer du niveau du plaisir sensuel au niveau de l'expérience esthétique. Dans le cas du vin, d'une certaine manière, le fait même que le dialogue que vous avez avec Suter est à cet égard très, très joli. Le fait même d'en parler et d'échanger, parfois par allusion, augmente le plaisir et peut-être le constitue comme esthétique. Il y a un autre caractère qui est à cet égard très très problématique, sur lequel là, mon ignorance est à peu près complète, mais sur lequel j'aimerais bien t'interroger, c'est que même si dans certaines approches de la philosophie de l'art, on en accure, ce qui existe sous le titre d'art se caractérise au moins par un trait absolument commun, c'est qu'il a toujours une histoire. On peut décider de laisser ça de côté, c'est pas bien malin, mais enfin, en réalité, là où on a affaire à de l'art, on a toujours affaire à de l'histoire de l'art. Et d'ailleurs là, les connaissances peuvent entrer en jeu. Mais bien plus, là où on a affaire à de l'art, on a très souvent affaire à des réceptions de l'histoire de l'art. On est devant telle statue de Rodin, alors on doit penser à la victoire de Samothrace. On est devant, etc., etc. Bon. Parce que, tout simplement, il y a un dialogue, il y a une réception. Je pense que c'est très caractéristique des objets de l'expérience esthétique que d'être, premièrement, historiquement situés. Ils sont d'un certain temps, mais c'est une dimension qui n'est que une phase de leur historicité. L'autre phase de leur historicité, c'est de recevoir toute une histoire. Et je me demande comment c'est pensable à propos du vin, parce que je soupçonne qu'il doit y avoir un élément de ce genre. Je soupçonne par exemple que, je suis sûr que toi, pas moi du tout, mais tu as sans doute fait l'expérience de boire des vins qui ne sont plus du tout à notre goût, mais qui ont été d'un certain goût. Bon. Alors là, on voit bien une chose, c'est que le goût, la saveur, comme les odeurs, je sais pas quand même, sont historiquement situés. Donc il y a cet élément-là. Mais est-ce qu'il y a cet élément de dialogue avec l'histoire d'un vin? C'est beaucoup plus délicat pour moi à penser. Là, je serais très, très intéressé à t'écouter. Alors, il y a deux éléments. La réponse, globalement, est positive. Oui, il y a la même chose. Mais il y a deux éléments qu'il faut fixer d'emblée, quand même, pour montrer la distance qu'il y a par rapport à ce qu'on a dans le champ de l'histoire de l'art. Le premier élément, c'est l'extrême fragilité de l'objet dont on parle. Savoir que, sauf exception, il y a comme ça du vin jaune de 1774, je crois que je l'évoque dans le livre, qui est conservé encore dans le Jura, et donc, de temps en temps on ouvre une bouteille. Le vin dit le plus vieux du monde, qui est conservé en Alsace, sur lequel il y a marqué une date, j'ai oublié laquelle, du XVe siècle, sur la bouteille en verre, est en fait un faux plus vieux vin du monde, puisque dès que le niveau baisse, il est complété, mais c'est pas en cachette, hein, c'est tout à fait officiel, mais c'est un vin qui est rajeuni régulièrement parce qu'il est complété par un vin plus récent. Bon. Mais donc, les plus vieux vins qu'on puisse boire aujourd'hui, ce sont les madères. Il y a beaucoup de madères du début du XIXe siècle qu'on peut, moyennant une certaine somme, se procurer. Et sinon, c'est des derniers exemplaires qui restent de vin jaune du XVIIIe siècle. Après, il y a toute une série de faux qui circulent, des fausses bouteilles prétendument
conservées de la cave de Thomas Jefferson, mais en fait 90% de ces bouteilles sont des faux grossiers qu'on a réussi à vendre pour plusieurs dizaines de milliers de dollars à des c'est pas des malheureux parce qu'ils avaient les moyens, mais enfin, c'était pas vraiment des bouteilles aussi âgées que ça. Bref, donc c'est un produit très très fragile. La plupart des vins s'abîment après une vingtaine d'années, sauf si on les conserve dans des conditions idéales, type cave très fraîche, etc. Donc il y a une extrême fragilité qui fait que, évidemment, on ne peut pas comparer de la même façon, reconstruire en ayant encore les objets sous les yeux et leur réception ancienne. Et puis le deuxième élément, et ça va concerner un art spécifique qui est le cinéma, il y a un élément commercial, un élément de grande échelle, un élément de produit de consommation courante, y compris pour des vins prestigieux, qui là aussi fait une différence. Savoir qu'un vin, même si c'est toujours un objet unique au sens de chaque bouteille est susceptible d'avoir un goût un peu différent, de la même façon que la copie d'un film peut être, alors aujourd'hui avec le numérique la question se pose en termes différents, mais la copie d'un film pendant très longtemps pouvait être un peu altérée par rapport à la copie d'un autre film, et quelqu'un qui avait vu un film de John Ford au quartier latin pouvait avoir vu un film avec une couleur très très différente du même film vu au fin fond du Venezuela. Donc il y a comme le cinéma dans le vin cet élément à la fois un petit peu industriel, de reproduction de grand nombre d'exemplaires et d'enjeux commerciaux qui sont pas liés à un seul objet singulier. Donc ça fait quand même deux grandes différences. Mais après, sur le fond, en effet, il y a vraiment non seulement une histoire du vin, mais une histoire de la réception du vin et une histoire des critères qui font qu'un vin va être jugé comme bon ou mauvais à une époque. Il y a quelque chose d'extrêmement frappant, c'est le champagne. Le champagne, aujourd'hui, on le boit à peu près partout sur Terre, et vraiment en Europe c'est très spectaculaire, le plus sec possible, c'est-à-dire avec le moins de sucre possible. Il y a encore 60 ans, dans toute une partie du monde, on buvait le champagne extrêmement sucré. On faisait en particulier pour l'Amérique latine des tirages dans lesquels aujourd'hui, on vous fait boire un vin de ce type, vous avez l'impression de boire quasiment un vin liquoreux ou de la confiture. Tellement le champagne était servi sucré. Il y a eu une mode comme ça qui est apparue un jour du champagne, c'est les Anglais qui ont développé cette mode les premiers, une mode du champagne peu dosé. Pendant très longtemps, le champagne était très dosé, on ajoutait beaucoup de sucre dedans. Aujourd'hui, les vins qu'on apprécie ne sont en effet pas majoritairement, parce qu'il y a toujours des gens qui préféraient le vin tel qu'il était fait il y a 20 ans, 30 ans, etc. Il y a toujours des nostalgiques. Et plus les gens sont âgés, plus ils ont tendance à avoir des souvenirs un peu anciens et à regretter que le vin ait évolué dans telle ou telle direction. Mais il est évident que le vin d'aujourd'hui n'est pas le vin d'il y a 30 ans, d'il y a 70 ans, et a fortiori d'il y a 100 ans. Même si le point de comparaison est toujours délicat, au nom de la première nuance que j'ai introduite. Parce que comme le vin est fragile, il évolue. Donc, savoir aujourd'hui quel était le goût, par exemple, je ne sais pas, des grands Bordeaux des années 60, c'est assez difficile. Si on est suffisamment vieux pour avoir bu des grands Bordeaux dans les années 60, on peut comparer avec le goût aujourd'hui des Bordeaux des années 2020, parce qu'on a bu du vin, je ne sais pas, disons de 66, on en a bu en 69, avec ce qu'on boit comme 2020 aujourd'hui en 2025. Mais sauf que c'est pas ça l'expérience que la plupart des gens font. La plupart des gens font, c'est que l'expérience que les gens font, c'est boire en 2024 du vin de 1966. Mais du vin de 1966, il a un certain nombre d'années. C'est-à-dire qu'il s'approche doucement des 60 ans. Un vin de 60 ans ne peut pas avoir le goût d'un vin de 3 ans, 4 ans. Donc, tous les points de comparaison qu'on a sont évidemment faussés par le fait qu'on vinifiait certes différemment, ça c'est sûr, mais il y a peu de gens qui ont des vrais points de comparaison, parce qu'il y a peu de gens qui ont goûté les vins anciens quand ils n'étaient pas encore anciens. Donc, c'est pour ça qu'on a le même phénomène existe,
Sauf que les acteurs, les amateurs, les buveurs de vin, peuvent moins inscrire dans le temps ces effets liés à tel type de réception. Après, il y a un autre élément important sur la réception, qui est la question du contexte dans lequel on boit un vin. C'est très frappant de voir que, en fonction des modes de consommation, on produit certains types de vins. Aujourd'hui, le mode de consommation qui a été très dominant longtemps dans un pays comme la France et en Occident de façon générale, mais vraiment dans un pays comme la France, c'est assez spécifique. La France, l'Italie, l'Espagne, pour aller vite. Le mode de consommation qui était très 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 dominant, voire quasi exclusif, à savoir boire du vin en mangeant, ce modèle s'effondre lentement, en partie sur le modèle des États-Unis. Les États-Unis, le vin a été présent, en particulier du fait de l'origine européenne de beaucoup d'Américains, mais ça s'est très volontiers et très vite traduit par une consommation du vin pour lui-même, et pas à l'occasion du repas. On ne fait pas les mêmes vins selon qu'ils doivent être bu pour eux-mêmes ou en mangeant. C'est une expérience déceptive qu'on fait assez souvent. Quand on achète un grand vin américain, ben on va se rendre compte que si on le boit en mangeant, ben finalement il est un peu décevant, il ne fonctionne pas très bien avec la nourriture, mais parce qu'il n'a pas été pensé comme ça. Et à contrario, il y a eu très souvent comme ça des expériences un peu décevantes en termes de succès commercial pour certains grands vins français qui étaient parfaitement à leur place en mangeant quand ils étaient dégustés tout seuls. Hein, où les Américains se disaient, enfin, bon, ce vin, il n'est pas formidable. Mais en fait, il était formidable en mangeant, mais tout seul, il n'est pas formidable. Donc, il y a ça aussi, c'est-à-dire que c'est une des manières de recevoir le vin, c'est aussi comment on le consomme. Les modes de consommation aujourd'hui du vin, c'est premièrement un mode en régression, c'est-à-dire qu'on consomme de moins en moins de vin, et par ailleurs on le consomme de plus en plus à l'apéritif, en dehors des repas, et donc il faut un vin qui ait la capacité d'être suffisamment léger, suffisamment fruité pour être consommé en dehors des repas. Et donc ça façonne l'objet, parce qu'il faut le vendre. Alors, tu as abordé un point qui est très très important, c'est la possibilité des comparaisons qui sont décisives dans la démarche que tu as entreprise, qui est justement une démarche de variation. Alors, en apparence, on est confronté à une vacance que tu as décrite, qui est très peu d'anciens vins, et s'ils sont anciens, alors ils ont vieilli d'autant. C'est vrai en réalité de toute œuvre, mais dans le cas du vin, ça change quand même sa substance même. Bon. Il y a un autre mode de comparaison. Si la comparaison, ce qui nous permet d'avoir une vraie notion de l'historicité du vin, je veux dire au-delà du constat de la variation des goûts, il y a un autre mode de comparaison qui est à l'extérieur de la sphère européenne et même française. Il y a des vins ailleurs. Tu as fait mention des vins américains, et moi j'aimerais savoir la raison pour laquelle, évidemment, ça correspond au souci d'atteindre cet objet. Mais tu as été si résolu, sauf à propos d'une expérience sur laquelle je vais revenir, dans ta décision de ne pas, pas prendre en considération d'autres boissons alcoolisées. Alors pourquoi que tu connais par ailleurs, tu vois? Oh, c'est simplement un... Je dis ça parce qu'évidemment, là, la comparaison presque ethnographique pourrait suppléer à la vacance de la donnée historique. Peut-être que telle manière de boire telle boisson alcoolisée dans telle région du monde ressemble davantage à ce qu'on appelait du vin en France au XIVe siècle que... Peut-être. C'est vraiment un choix. C'est-à-dire, je me suis dit, écrire un livre sur les boissons alcoolisées en général, ça n'a d'intérêt que dans une perspective qui serait historique,
ou ethnographique, si je veux essayer d'articuler un discours philosophique, ou l'autre inconvénient aussi, c'est de basculer assez vite dans la question qui traverse toutes ces boissons, à savoir la question de l'ivresse. Si je veux articuler un discours philosophique qui soit autour du vin et pas autour de l'ivresse, il faut vraiment que j'isole ce que c'est spécifiquement que le vin. Et si j'ai évoqué assez rapidement les autres boissons, c'est essentiellement pour mener en effet un travail de distinction et indiquer que parfois on appelle vin toute une série de choses qui fondamentalement sont différentes en tant qu'objet, pas différentes du point de vue des effets. Hein. L'ivresse d'un vin, d'un autre fruit que le raisin est tout aussi comparable à l'ivresse issue d'un produit fermenté issu de raisin. Voir si on parle de produits distillés type vodka, whisky, etc., l'effet est beaucoup plus important en termes d'ivresse. Mais mon idée, c'était vraiment de faire ce travail de distinction pour repérer exactement ce dont j'allais parler. Et puis, il y avait un autre enjeu qui était que c'est vraiment un livre que j'ai conçu pour que, à la fois, bien sûr, des personnes qui s'intéressent au travail propre à la philosophie, à notre travail de philosophe, soient aussi curieux de lire un livre qui parle de cet objet particulier qu'est le vin. Mais j'avais aussi une idée, et dans les faits, c'est d'ailleurs ce que j'ai rencontré principalement comme lectorat, j'avais aussi une idée qui était d'intéresser à la philosophie ceux qui sont très intéressés par le vin. Et j'ai toujours pensé, mais ce n'est pas du tout original, hein, j'ai toujours pensé que c'était vraiment une chose extrêmement importante dans le geste philosophique, et que le travail définitionnel, et que le travail de distinction. Et à partir de là, le vin défini comme étant spécifiquement le produit fermenté issu du jus de raisin me permettait de montrer ce travail de distinction à l'œuvre. Après, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas des boissons issues d'autres fruits qui sont passionnantes. Il y en a plein qui sont passionnantes, et on peut même arriver, si on est un petit peu, si on fait preuve de curiosité, on peut même arriver à faire boire à quelqu'un, sans lui préciser ce qu'il est en train de boire, lui faire boire un produit fermenté issu d'un autre fruit, et qu'il ne soit pas capable d'imaginer que ça soit autre chose que du vin. Parce qu'il y a certaines baies qui vraiment, je pense qu'il y a des baies nordiques comme ça, très très tanniques, qui sont vraiment capables de produire un jus, alors en plus par ailleurs en général sans alcool, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de processus de fermentation, où on peut être un peu perdu et se dire, ah tiens, bon, finalement, est-ce que je ne suis pas en train de boire du vin? Trop connaisseur pour se faire avoir, mais enfin, il y a un flou qu'on peut entretenir. Et on est perdu, entre autres, à cause des couleurs. Exactement. Alors ça, j'aimerais y revenir. Il faut tout de même qu'on dise un mot de l'ivresse. Oui. Alors, elle est tout de même, bon, il en est question, j'ajoute, non seulement il en est question, mais il y a des prescriptions de consommation très importantes données à la fin du volume, donc je trouve que c'est vraiment important. Je pense d'ailleurs que c'est une... Je sais bien ce qu'il y a de presque ironique dans la démarche, mais pas que. Et je me suis pris à penser que sur un certain nombre de sujets très délicats, auxquels s'applique parfois la philosophie contemporaine, ce ne serait pas une méthode tout à fait idiote d'assortir l'ouvrage de prescriptions de visionnage, de prescriptions de vente. Mais plus sérieusement, je reviens à la question de l'ivresse. Elle est doublement mise à l'écart quand même, puisque d'abord, la perspective est esthétique, et qu'en outre, la seule expérience d'ivresse relatée n'a pas eu lieu avec du vin, justement. C'est-à-dire qu'elle est, ce qui est un artifice littéraire assez joli, elle est mise hors d'atteinte du vin. Même en première personne, ça s'est passé ailleurs, à Moscou, quand il était possible d'y aller. Et avec de la vodka, je précise pour ça. Oui. Alors,
moi, j'aimerais là-dessus, c'est presque de l'ordre de l'histoire des idées plutôt que de l'ordre de la philosophie du vin, mais j'aimerais là-dessus faire une observation. Il est vrai en un sens, et les attestations sont multiples, que la littérature, la poésie et la philosophie ont très souvent parlé de l'ivresse, directement ou indirectement, pour elles-mêmes, ou parce qu'on parlait de la mélancolie, ou parce que, etc. Mais enfin, dans tous les cas, ça demeure une sorte de position d'extériorité, puisque c'est un discours à propos de, ou une représentation de, une gravure, un tableau, etc., représentant les effets de l'ivresse. Donc, elle a souvent été prise pour objet, alléguée comme source d'inspiration, bon. Mais en réalité, ça ne la donne pas en personne. Ça ne la donne pas en personne. Alors je me suis posé la question suivante, mais est-ce qu'il n'y a pas des cas où, par un effet de communication entre les arts, et après tout, la définition comprend un élément synesthésique, puisqu'elle fait entrer en jeu les couleurs, est-ce qu'il n'y a pas des cas où, par un effet de communication, c'est bien à l'ivresse comme telle qu'on a affaire? C'est assez intéressant parce qu'une manière d'atteindre le vin dans sa profondeur historique, ce que tu fais, hein, une manière de le faire, puisque le produit n'est plus là, c'est de se demander, d'examiner comment il est représenté dans une mosaïque, comment il est représenté dans un poème. On en apprend quand même quelque chose sur, par exemple, le temps qu'il met à produire son effet, ce genre de choses. Donc, ces comparaisons, ces effets d'hybridation nous instruisent aussi sur la chose même. Alors, je me suis demandé si on allait de même à propos de l'ivresse. Et c'est la seconde illustration que j'ai souhaité produire, à laquelle j'accorde beaucoup d'importance. Alors évidemment, elle n'a pas d'autre valeur qu'un tropisme tout personnel. Hein. Voilà. Alors, vous avez ici un cas de ce qu'on appelle un poème en cursive folle. En cursive folle. Ce qui est tout à fait intéressant parce que, bon, d'abord, c'est un mouvement qui a été très important en Chine, très important. Et c'est pas simplement de la poésie bachique. C'est pas de la poésie bachique au sens où on relaterait à parte poste l'effet du vin. C'est une calligraphie qui n'a lieu que dans l'ivresse. Je veux dire par là que c'est presque l'ivresse en personne ou un tableau de ce que l'ivresse fait aux choses, puisqu'on n'a pas affaire, en plus, avec la calligraphie chinoise, on n'a pas affaire à des signes de phonèmes. On a affaire à des signes de choses qui sont modifiés. Et quand je dis que c'est l'ivresse même, il faut savoir que c'est illisible. Mais je veux dire, c'est illisible même quand on sait le chinois. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont des poèmes qui ne sont déchiffrables que si on connaît par ailleurs le texte du poème. Alors, à ce moment-là, si on connaît le texte, oui, on va voir que c'est tel poème, mais qui a fait l'objet d'une espèce de floraison délirante. D'abord, c'est de l'écriture cursive à laquelle on est peu habitué, s'agissant de la calligraphie chinoise. On l'a sous forme d'idéogrammes discrets, on n'a pas affaire d'habitude à l'écriture cursive, et c'est une écriture cursive folle. Alors, c'est ici le Zhang Xu est le plus fameux poète, l'un des deux des plus fameux, qui disait faire glisser son pinceau comme une météore sous l'effet de l'ivresse. C'est une très jolie comparaison, presque cosmographique. Alors j'aimerais savoir si tu as en tête, d'abord ce que tu en penses, et si tu as en tête d'autres cas où ce n'est pas de l'ivresse qu'il est question, mais où c'est l'ivresse même qui est à portée de regard ou d'écoute ou de... Là, tu me poses une colle, parce que je ne me suis jamais posé la question. D'abord sur cette œuvre, je trouve ça fascinant. Là, tu m'apprends l'existence de cela, et je trouve ça assez magique, l'idée de
je trouve extraordinaire d'écrire une page qu'on ne puisse pas lire. Enfin, on peut évidemment deviner si tu le lis, si on connaît à quoi ça ressemblerait si ça n'était pas écrit en état d'ivresse. Je n'ai pas d'exemple qui me vient parce que pour moi la question de l'ivresse, outre que j'ai essayé de la laisser un peu de côté, j'ai tendance, mais ça c'est mon côté peut-être philosophe exagérément rationaliste, j'ai tendance à la laisser un peu en dehors de l'exercice philosophique et la renvoyer plutôt vers un horizon littéraire, poétique, qui est tout à fait passionnant, mais où je suis à titre personnel moins à l'aise. Donc j'essaye de réfléchir parce que pour moi tout l'essentiel de ce à quoi je peux penser correspond à ce que tu as magnifiquement décrit tout à l'heure, à savoir une mise en scène de l'ivresse, une mise en scène rationnelle de l'excès de l'ivresse, un discours très construit qui dit que l'ivresse est utile. Enfin bref, j'essaye de penser à des travaux philosophiques où l'ivresse aurait produit quelque chose tel que la forme même de ce qu'on lirait ensuite en serait altérée, là, comme on le voit dans ce travail artistique. Et je ne vois pas parce que j'ai l'impression que l'ivresse est un peu paralysante pour le travail philosophique. Je ne sais pas si elle l'est pour le travail littéraire, j'ai l'impression qu'un peu moins, le travail poétique aussi, mais non, là tu me poses une colle. Alors, je ne vois pas. Mais peut-être que toi tu as des exemples. Ah, pas du tout. En dehors il y a 3 grands poètes qui ont fait de... C'est pas du tout quelque chose de marginal, hein. Il y a quand même en jeu un des 7 sages, hein, enfin peu importe. Mais il y a quand même quelque chose d'essentiel pour la compréhension de l'ivresse dans la démarche que tu as eue à propos du vin. Au fond, je terminerai par une question. Est-ce qu'on parle au sens propre d'ivresse à propos d'autre chose que du vin? Alors, ce que j'ai en tête est téléphoné de très loin, mais est-ce qu'il est bien vrai qu'on puisse s'enivrer, comme il disait, de poésie et de vertu? De vertu, je ne sais pas. De poésie, oui, je crois. De poésie, oui, ça peut... Alors après, c'est très difficile conceptuellement là, de tracer la limite entre, par exemple, ivresse et exaltation. Mais je pense que l'ivresse de la création poétique ou de la lecture de poésie, c'est quelque chose qu'on peut observer. Il y a Rosset qui était passionné par l'ivresse et qui en faisait de temps en temps l'expérience, même parfois à l'occasion de cours qu'il pouvait donner à l'université de Nice. Rosset donne 2 autres exemples d'ivresse non alcoolique. Clément Rosset, un philosophe dont je parle à la fin du livre. La passion amoureuse. Il dit la passion amoureuse peut vraiment produire des effets de relation au réel tout aussi spectaculaires que l'alcool et l'art. L'expérience artistique peut vraiment nous faire que notre relation un peu routinière, un peu comment dire, non interrogée, non réflexive au réel, peut d'un seul coup un peu vaciller. Parce que ce qui intéressait beaucoup Clément Rosset, outre le plaisir qu'il avait à boire, parce qu'il aimait le vin, ce qui intéressait beaucoup Clément Rosset, c'était comment l'expérience de l'ivresse était une manière d'un seul coup s'approprier le monde un peu autrement
parce qu'on n'a pas le choix. De fait, quand on est ivre, le monde se présente à nous différemment. On est obligé de l'appréhender, de l'escarper, de s'y promener autrement, d'où toutes les caricatures tout à fait fondées de la personne qui titube, qui parfois voit double. Enfin, voilà. Mais je crois que ce genre de regard décalé sur le réel peut tout à fait provenir, alors peut-être l'exaltation poétique, c'est ça, mais la vertu, ça, la vertu, j'ai un peu du mal à imaginer, mais alors c'est peut-être juste un déficit de ma propre imagination. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont plus l'idée que moi de comment être ivre de vertu, mais je crois qu'il y a vraiment qu'on peut, ce qui est sûr, c'est que voilà, on peut s'enivrer d'autre chose que de vin, ça c'est sûr, ça marche, je le dis dans le livre, en effet, ça marche très bien avec la vodka, ça marche très bien avec la bière en plus grande quantité, avec le cidre, enfin tout ce qui contient un peu plus que 4-5 degrés d'alcool enivre. Donc le vin, et le vin n'est pas le meilleur facteur de... c'est pas la boisson qui enivre le plus rapidement et le plus efficacement. Il y a toute une série, j'ai dans mon bureau un rhum qui fait 59 degrés, j'ai un bourbon qui fait 64 degrés, c'est beaucoup plus efficace ce qui n'est pas le cas du directeur du FR, pour quelqu'un qui voudrait s'enivrer rapidement. Donc le vin, une des forces de l'ivresse liée au vin, c'est pas sa qualité, parce que ça, je pense que ça c'est des choses que se racontent les amateurs de vin, et bon, c'est sympathique, c'est pas grave, mais il y a toujours l'idée que l'ivresse du vin est beaucoup plus noble, beaucoup plus élevée que l'ivresse avec la bière, ou l'ivresse avec les alcools forts. Je crois pas, je crois que c'est la force du vin, c'est surtout qu'il est intermédiaire, c'est-à-dire que avant d'être ivre avec de la bière, il faut en boire des quantités quand même un peu invraisemblables. Avant d'être ivre avec du whisky ou du gin, il n'y a vraiment pas besoin de grosses quantités. Donc ça peut être un peu frustrant pour quelqu'un qui veut passer un peu de temps tout à boire, discuter, s'enivrer doucement. Voilà, la force du vin, c'est que si on boit pas à toute vitesse, normalement on peut passer une soirée agréable et ne boire que 3 verres de vin, ce qui produit une ivresse qui reste raisonnable. Après, ça dépend des gens, tout le monde ne peut pas absorber la même quantité d'alcool. Mais enfin, oui. Voilà, 3 verres de whisky, tu es quand même un peu fatigué. 3 verres de bière, tu n'es pas nécessairement ivre. Donc voilà, la force du vin, c'est plutôt qu'on maîtrise un peu le genre d'ivresse que le vin produit. Et que ça permet de s'enivrer ou d'enivrer les gens pour autre chose. Peut-être aussi pour la vertu. Les foules révolutionnaires de 1789 traversaient un été très chaud, ne pouvaient pas boire d'eau pour des raisons sanitaires, oui, et se sont enivrés de vertu. C'est vrai, c'est... Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci à toi. On va pouvoir prendre quelques questions. Enfin, s'il y en a. Moi, c'est très basique. J'aimerais bien savoir ce que signifie l'expression in vino veritas. Voilà, c'est pas du tout basique. Enfin, d'où vient cette expression? En fait, alors, je vous renvoie là à l'entretien qu'on a avec Laurent Sutter, parce que c'est la première question que nous pose Thierry Hoquet. En fait, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. On sait que c'est présent à la fois dans la littérature grecque et la littérature de langue latine, mais le sens exact est assez ambigu. En fait, il y a 2 acceptions classiques. La plus évidente, la plus triviale, in vino veritas, signifie que quand vous êtes enivré, donc quand vous avez consommé du vin, vous vous maîtrisez moins, et donc vous allez pouvoir plus facilement dire ce que peut-être sinon vous auriez eu envie de contenir. Donc ça fonctionne un peu comme non pas un détecteur de mensonges, mais comme un briseur de mensonges, un révélateur. Un sérum de vérité. Un sérum de vérité, voilà. C'est comme du pain total, voilà. Vous allez dire ce que vous n'auriez pas dit sinon.
Ça, c'est le sens le plus évident. Mais vous avez des sens un peu plus subtils qui surgissent. Alors, il y a deux exemples assez importants. Il y a l'exemple de Rabelais. Dans le 5e livre, Rabelais fait une longue analyse de cette expression pour avancer l'idée que ce n'est pas tellement sérum de vérité, l'enjeu, c'est que l'expérience du vin et la consommation collective du vin permet de rencontrer la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est une espèce de discussion infinie, mais chez Rabelais, ça signifie quand même principalement, dans cet horizon qu'on appelle de façon un peu simpliste et simplifiée l'horizon humaniste, mais ça signifie qu'il y a quelque chose dans l'expérience du vin, dans la consommation du vin, qui nous conduit à éprouver un certain universel, qui nous conduit à dépasser certaines choses un peu convenues, certains a priori. Et c'est pas du tout lié à l'ivresse. Hein. C'est d'ailleurs une chose que j'ai un peu découverte parce que j'avais absolument pas cette idée. Il n'y a pas de passion pour la question de l'ivresse chez Rabelais. Moi, j'imaginais Rabelais, c'est l'image comme ça du paillard, un peu foutraque, etc. Je pensais qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour l'ivresse. Il est question d'ivresse, mais le vin est vraiment traité en tant que tel, avec quasiment pas de référence à l'ivresse. Il y a même des passages que je cite assez longuement, où assez étonnamment, vous allez avoir 10 pages qui parlent de vin, où il n'y a aucun mot sur l'ivresse, mais aucun. Et vous retrouvez après chez Kierkegaard une idée assez proche du vin comme n'étant pas, et donc un usage de l'expression in vino veritas, comme renvoyant là aussi non pas au sérum de vérité, mais à la puissance de la vérité en tant que telle pour comprendre le vin. C'est-à-dire qu'il inverse, il donne un sens qui est presque... Il renverse presque l'expression in vino veritas. On a quasiment l'impression que ça devient dans la vérité le vin, plutôt que dans le vin la vérité. Donc bref, c'est une formule un peu énigmatique. On est obligé de faire le constat que le sens évident et trivial n'épuise pas la littérature et la philosophie autour de cette expression. Et la première occurrence latine, à ma connaissance, c'est chez Pline. La première occurrence grecque, peut-être que Pierre-Marie le sait. Mais, je l'ai su, mais j'ai oublié. Auquel tu l'aurais su. Voilà, c'est ça, mais je sais pas à quel endroit ça apparaît pour la première fois. Rabelais, d'ailleurs, le cite toujours en grec. Rabelais cite toujours cette formule grecque, et pas en latin. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je suis toujours en grec. Est-ce que j'ai à peu près répondu à votre question? Pierre-Marie? C'est passionnant. Moi, j'ai une question, mais du coup, peut-être pour prendre la suite de votre question, c'est vrai que dans l'Antiquité, il y a toute une littérature qu'on appelle aussi parfois symposiacale, le symposium, et c'est vrai que le nombre de gens qui ont écrit un banquet dans l'Antiquité est considérable. Platon parle beaucoup du vin dans les lois, mais il y a un banquet d'Épicure, dont on a quelques fragments. Il y a des traités du même genre chez Plutarque, chez Athénée. Il y a le traité de Philodème, dans lequel Philodème, l'épicurien, parle du bon roi tel que Homère le dépeint. Et justement, un des traits du bon roi dépeint chez Homère, c'est qu'il sait se tenir dans les banquets. Et donc, ce côté sérum de vérité, il joue à plein, c'est-à-dire que l'expérience du banquet, c'est un révélateur de vertu, puisque si vous savez vous tenir à l'épreuve du vin, eh bien, ça manifeste en réalité vos vertus profondes. Donc, je crois que c'est vraiment une question à multiples effets. Et moi, j'avais une question honteuse, parce que c'est la question de quelqu'un qui n'a pas encore lu ton livre, et qui s'adresse à l'auteur et au lecteur. Tout un aspect du débat que vous avez eu porte sur la recherche de la spécificité de l'expérience esthétique du vin. Spécificité par rapport à d'autres types d'expériences esthétiques. André, tu nous as montré un tableau, on a réfléchi, tu as comparé avec le jazz aussi d'ailleurs.
sûrement des choses à dire sur l'analogie, cette fois positive, à mon avis, avec le jazz. Mais aussi spécificité par rapport à d'autres types de boissons alcoolisées. L'amateur de whisky a dû s'interroger aussi sur cette question-là. À mon avis, il doit y avoir en fait un faisceau de spécificités. Ça va être difficile d'en trouver une qui soit vraiment le critère auquel on reconnaît l'expérience esthétique du vin. Je me demande si dans cette expérience-là, il n'y a pas une expérience liée au côté fragile que tu évoquais bien tout à l'heure, où on pourrait dire l'habile du vin, c'est-à-dire qu'un même vin a une histoire. Et cette expérience, c'est un peu peut-être l'expérience de la cave non pas comme lieu, mais la cave comme échantillon que l'on possède et que l'on garde sur un certain nombre d'années. Expérience qu'on peut faire par exemple au travers des verticales, c'est-à-dire les dégustations d'un même vin sur plusieurs années, mais expérience qu'on peut faire avec sa propre cave. Et puisqu'on a le droit de parler d'expérience personnelle, étant donné l'objet qui appelle ce genre de choses, moi je me souviens d'avoir été surpris. Et c'est cette surprise qui, à mon avis, révèle aussi le côté labile, et heureusement labile du vin, par un Pessac le Léognan blanc que j'avais acheté dans les années 90. Ça devait être un cru, c'était pas des années formidables, 92, 93, pas extraordinaire. Mais c'était un 92, c'est pas mal pour les Pessac blancs, 93. Voilà, ça doit être ça. Bon, Pessac le Léognan blanc, donc c'est la famille des graves, donc c'est un vin blanc sec, très clairement sec. Et puis, je l'ai un peu oublié. Peut-être parce que j'avais acheté trop de bouteilles, et donc il m'en restait quelques-unes. Et quelques années pas après, assez bu. Pas assez bu. Quelques années après, je rouvre une bouteille de la même carton. Et là, il y avait eu un début de madérisation. Parce qu'en fait, c'est pas un vin de garde. J'aurais pas dû le garder si longtemps, mais un début de madérisation qui était très intéressant parce que du coup, il y avait un petit peu de châtaigne qui avait commencé à s'installer. C'était pas encore la madérisation trop prononcée à partir de laquelle le vin est perdu, éventé, etc. Et là, il était intéressant, mais il n'avait plus du tout le même usage. Et c'était un plaisir complètement différent de celui que j'avais pu goûter avec les bouteilles que j'avais bues d'une même carton quelques années avant. Et donc, je me demande si, parmi, encore une fois, ces expériences esthétiques, il n'y a pas cette espèce d'imprévisibilité d'un même vin qui te laisse attendre en fait des expériences qui peuvent être complètement différentes, et c'est là que la comparaison avec le jazz peut éventuellement se justifier, puisque sur un même standard de jazz, tu prends Love for Sale, tu prends Beautiful Love, tu prends Autumn Leaves, tu peux avoir des interprétations complètement différentes, et après même que le thème de jazz ait été exécuté, tu ne sais pas ce que le chorus va donner derrière. Donc, je me demande si on ne touche pas là quelque chose de spécifique, mais j'en suis pas sûr, dans cette espèce d'histoire, de surprise toujours possible. Si, je pense que c'est en effet un très bon critère. Juste avant la remise du manuscrit, je voulais changer totalement, c'est l'adverbe exagéré. Je voulais changer le titre, j'ai dit à l'éditeur, non mais cette philosophie du vin, ça ne va pas du tout, il faut que ça s'appelle philosophie des vins, parce qu'en fait ça n'existe pas, cette histoire de le vin, il n'y a que des, je le dis d'ailleurs à un moment, il n'y a que des vins, et même il n'y a que des bouteilles de vin, et qu'il n'y a même que des bouteilles de vin bu à des moments précis. Il y a vraiment une espèce de nominalisme nécessaire dans la vie d'un amateur de vin. Donc ce que tu dis est extrêmement juste, c'est un vrai plaisir que d'être éventuellement déçu. C'est aussi un vrai plaisir que d'être très agréablement surpris quand on ouvre une bouteille de vin. On ne sait jamais ce qui va se passer quand on ouvre une bouteille de vin. Et plus le vin est de qualité, plus le coefficient de surprise est élevé. Alors, heureusement, plus le vin est de qualité, plus le coefficient de surprise est du côté de l'agréable surprise. Mais ce qui va caractériser un vin sans aucun intérêt, c'est précisément un vin qui va avoir la prévisibilité d'un Schweppes ou d'un Coca-Cola. Ça existe. C'est vraiment, pour citer un exemple, si vous allez au supermarché, vous achetez une bouteille de Roche Mazet, ça va avoir exactement le goût
du roche-mazet. Il n'y a aucune surprise. Pourquoi? Parce que tous les hectolitres sont produits de telle façon qu'il n'y ait jamais de surprise. En revanche, si on parle d'un vrai vin artisanal, il peut se passer plein de choses. Il y a la cave, il y a le bouchon. On a tous eu l'expérience d'un vin qu'on avait gardé amoureusement pendant 15 ans, qui normalement était parfait, et poum, il est bouchonné. Ça c'est terrifiant. Ça, on ne peut pas dire que ça fasse partie du plaisir. Mais en revanche, fait partie du plaisir le fait que tel vin qu'on a gardé très longtemps présente en effet un profil qu'on n'attendait pas et qui quand même est délicieux. Alors, est-ce que c'est spécifique? C'est en effet spécifique par rapport aux alcools forts qui sont beaucoup plus stables, au sens où à partir du moment où ils ont été mis en bouteille, ils ne bougent plus, il n'y a jamais de problème de bouchon, c'est très très stable. Même leur évolution à l'air est assez modeste. Une bouteille de whisky consommée sur une période de 2 ans, 3 ans, bouge assez peu. Si on la laisse ouverte, enfin ça, il faut vraiment que ce soit un mauvais whisky pour le laisser ouvert assez longtemps, et pas avoir déjà fini la bouteille. Mais enfin, si on le laisse ouvert, ça m'est déjà arrivé avec des bouteilles pas formidables que j'arrivais pas à finir. Après 7-8 ans, ça finit quand même par perdre une grande partie de ses qualités. Ça reste buvable. Enfin. Est-ce que c'est spécifique dans l'univers des alcools? Oui, sauf peut-être si on mobilise des productions qui sont quand même pas faites à la même échelle que le vin, mais je sais pas, je pense par exemple au vin fait avec des ananas à Moorea, à Tahiti. C'est vraiment susceptible d'évoluer au vieillissement, de changer, etc. Ce à quoi je comparerais le plus en termes de production buvable de vin et qui entamerait sa spécificité, c'est le thé. Parce que les feuilles de thé sont quand même extrêmement sensibles à la manière dont tu les conserves. La qualité de l'eau que tu mets dans le thé change toujours, enfin, sauf si tu prends une source à côté de chez toi et même la source parfois ça change un peu. Donc tu sais pas toujours à l'avance quel goût va avoir ton thé, surtout si c'est des thés que tu laisses mûrir assez longtemps, des pu'er, des grands thés chinois comme ça, qui ont vraiment une évolution très sensible sur la durée. Voilà. Mais le truc, c'est qu'on peut plus jouer avec les facteurs, c'est-à-dire que le thé, tu peux te dire, bon, je vais toujours faire mon thé avec de la Volvic, bon, le goût de la Volvic ne va pas bouger, donc bon, on arrive à peu près à régler le problème, et puis après, sur l'âge, comme c'est quand même une évolution qui est assez lente, c'est moins surprenant. Le vin, ce qui est assez fascinant et parfois frustrant, c'est qu'on est vraiment tributaire de ce qu'il y a à l'intérieur, et tant qu'on n'a pas ouvert, on ne sait pas. Il y a un côté un peu chat de Schrödinger, quoi. Ça va être la surprise, quoi. Et parfois, oui, le vin, il aurait été meilleur dans 5 ans, mais en fait, on ne le sait pas. Peut-être que dans 5 ans, il aurait été moins bon, en fait. Ça fait vraiment partie, en effet, à la fois de la spécificité et du plaisir du vin, cette singularité de chaque bouteille. Et je dois dire que c'est quand même pas fréquent que le vin ait exactement le goût qu'on imaginait qu'il allait avoir. Quand bien même on a déjà ouvert 11 des 12 bouteilles de la caisse ou 5 des 6. Mais les Pessac blancs, je vois très très bien ce que tu dis. Moi je suis un grand fan de Carbogneux blanc et je vois très bien à quel moment ça bascule, et parfois je me plante, j'attends un peu trop. Je crois que c'était un Carbogneux. Ah ouais, ça c'est... L'histoire de Châtaigne, là ça m'a un peu parlé. Mais non, ça devait plutôt être un 93, je pense, parce que les 92, ils sont encore pas mal. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps, ils sont encore du bon côté de la force. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, on va pouvoir aller ouvrir quelques bouteilles. Pas devant la caméra, parce que sinon on va avoir des ennuis. On va attendre que ça soit coupé. Ah, Gilles, mais on a peut-être fini, non? Ça va, on peut encore? Non, si, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup pour cette discussion érudite et très instructive. J'aurais aimé entendre un peu plus le cœur de l'argument qui, à propos de l'art de l'ivresse,
et de ton ouvrage, vous opposez. Est-ce que c'est seulement le côté addictif et sanitairement déplorable que peut avoir l'ivresse? Et à propos de la réception de l'ivresse, voire de l'ivrognerie, et de travaux comme celui qui est affiché là, alors je ne prendrai pas mes exemples en Chine mais au Japon, la manière dont la réception pour les Japonais de l'ivrognerie, qu'elle soit due plutôt à du vin de riz qu'à d'autres types de vins, est une libération de la parole. Le pays étant fermé pendant longtemps, n'a pas d'extérieur, et il y a là un moyen de présenter un extérieur depuis lequel parler. De la même manière que nous avons les lettres persanes de Montesquieu, on a le discours des trois ivrognes de Nakae Chomin qui permet de dire des choses qui, sociologiquement, politiquement, littérairement, ne sont pas permises à l'époque. Donc voilà, que pourrais-tu nous dire de plus sur une différence sur la question de l'ivresse avec notre autre ami collègue, et quid de l'usage de la réception de l'ivrognerie ou de l'ivresse comme élément de libération de la parole? Alors, sur le premier point, la divergence avec Laurent, elle est surtout liée à la relation, à la question de la dégustation. C'est-à-dire que Laurent n'aime pas l'idée de dégustation, considère que plutôt que déguster, il faut boire. Et pour lui, boire, c'est un moment qui a une dimension sociale extrêmement forte. Et dans cette dimension sociale extrêmement forte, il n'y a pas quelque chose qui se joue d'aussi important pour moi en termes de connaissances, de culture, même si tout ça le passionne aussi. Et c'est pour ça que quand il fait l'éloge de l'ivresse, il fait l'éloge de moments où on est autour d'une bouteille et où il y a une espèce de dérive qui commence à s'installer un peu. Moi, j'avoue que mon paradigme de buveur à plusieurs est plutôt les longues discussions sur tel cépage, telle année, tel millésime. C'est plus des querelles d'érudits, mon grand plaisir avec les amis que j'ai qui aiment le vin aussi. Lui, il est plus, c'est normal, il est plus marqué par Guy Debord que moi. Et donc lui, c'est plus la soirée qui avance avec où on refait le monde parce qu'on a pas mal picolé. Donc c'est surtout là qu'il y a une grosse différence entre lui et moi. Mais cette grosse différence, elle est quand même sur fond d'un accord commun sur les vins qui sont intéressants. Enfin voilà. Donc des formes différentes de sociabilité. La tienne ayant quand même beaucoup à voir avec ce que disait André, à savoir qu'il y a dans la contemplation de l'œuvre d'art toute une histoire de l'art qui est réinvestie, et lorsque tu dégustes, tu réinvestis également l'histoire de tel ou tel domaine, des méthodes de fabrication, etc. Donc ça c'est le point numéro. Après, sur ta deuxième question, je pense qu'il est évident qu'il y a dans l'ivresse quelque chose qui engage la question de l'altérité. Et donc à partir de là, c'est normal que dans ce que tu décris, un pays qui va être relativement fermé, replié sur lui-même, une manière de construire de l'altérité, c'est de se changer soi-même par la consommation. Après, sur les éléments, disons, proprement comparatistes, les différentes cultures de l'ivresse dans telle ou telle société, là il faudrait quelqu'un de plus cultivé que moi sur ces questions. Sur le vin, j'ai une petite culture qui s'est construite, mais sur l'ivresse, je suis pas assez savant. Il y a sûrement plein de travaux d'anthropologues remarquables là-dessus, mais c'est hors de mon expertise, quoi. Donc
donc là-dessus, je ne vais pas pouvoir te dire grand-chose de plus, mais je pense, voilà, j'ai l'impression que s'il se joue, voilà, c'est vraiment l'enjeu autour de l'altérité, parce que c'est quand même l'ivresse produit ça, y compris quand c'est ce que racontait Pierre-Marie, quand il y a une culture de savoir résister à l'ivresse, ou au contraire une culture de l'ivresse comme sérum de vérité. Enfin, il y a quelque chose qui se joue là-dedans. En fait, voilà, on échappe un peu à soi-même, et donc évidemment, en compagnie des autres, le comportement qu'on a en situation d'ivresse fait qu'on présente un autre visage, pour le meilleur comme pour le pire. Et peut-être que pour le poème de Baudelaire dans le Spleen de Paris, il y a là un élément de réflexion sur le troisième domaine, non seulement vin, poésie, mais également vertu et altérité. Merci pour ta question. Ce qui est certain dans le cas des poètes des cursifs folles que je vous ai montrés, et pour faire écho à la remarque de Gilles, c'est qu'ils sont jugés scandaleux. Ils sont jugés scandaleux, en particulier, alors pas tellement pour leur pratique poétique, mais parce qu'on associe leur ivresse à de l'exhibition. Bon, je crois que sur ce terme d'exhibition, on va s'arrêter. Bon, merci à tous pour votre présence. Merci Pierre. Merci André.